Et il faut que les instituts pédagogiques et les universités pédagogiques du Congo puissent former les enseignants de l'école primaire, ce qui n'est pas encore fait aujourd'hui. Et autre chose, il faut désenclaver les universités congolaises par de nouvelles technologies de l'information et des communications, hein, par la téléphonie cellulaire par exemple, l'usage de l'Internet, par l'informatisation de l'environnement éducatif et par la télécollaboration entre professeurs de Kinshasa avec les professeurs de l'intérieur du pays, que tous les professeurs puissent travailler ensemble et qu'ils aient la capacité de collaborer, de télécollaborer. Et par des partenariats stratégiques entre universités du monde et universités du Congo. On remarque que les étudiants congolais ont des problèmes pour accéder aux publications les plus récentes. Hein, mais s'il y a des partenariats avec d'autres universités, ces universités peuvent mettre à la disposition des étudiants congolais des ouvrages très récents pour permettre à ces étudiants congolais de faire leur recherche. Professeur Mwembo, avez-vous quelque chose à ajouter de ce côté-là? Parce que oui, je voudrais d'abord revenir sur le point très important que les amis ont soulevé. Et en d'autres termes, je voudrais dire que la situation de notre éducation au Congo reflète la société elle-même, ou reflète le gouvernement lui-même. Parce que l'éducation, c'est toujours le reflet d'une société. Ce qui se passe dans la société, c'est facile de le voir dans l'autre côté. L'éducation peut être une bénédiction tout comme une malédiction. Chez nous, c'est une malédiction pour le moment. Le frère Ntala a parlé de cette question des ingénieurs. Je voudrais vous donner quelque chose qui m'a fait pleurer. Dans une université chez nous, je ne voudrais pas citer la ville, il y avait un petit conflit entre les étudiants et d'autres personnes qui envahissaient la parcelle ou le terrain de l'université. Mais un grand responsable a calmé les étudiants en leur disant « Mais calmez-vous, calmez-vous, on va construire bientôt les hommes pour les étudiants et les auditoires. » Et les étudiants, donc je voudrais dire, et on va appeler les Chinois. Les Chinois viendront construire pour vous les hommes d'étudiants et les auditoires. Alors les étudiants ont applaudi, oh les Chinois vont construire. Voilà, ça m'a fait pleurer parce que notre université forme des ingénieurs des années et des années. Donc, même s'il y a un petit budget, on ne peut pas les confier aux ingénieurs congolais pour construire les hommes ou les auditoires, mais on va appeler à l'expertise chinoise. Qu'est-ce que cela a à faire dans notre système? Cela veut dire seulement qu'on dévalorise nos valeurs, comme toujours. On voudrait acheter ce qui est exotique pour mépriser ce qui est produit localement, mais entre-temps, les gens sont en train de croupir dans la misère. Je pense que une vraie réforme doit tenir en compte cela. Les gens qui sont utiles, je le dis et je le répète, les ingénieurs qui construisent, ce n'est pas seulement les ingénieurs qui reçoivent le plan d'exécution fait en mandarine par les Chinois et après 20 ans, les Chinois vont rentrer et les ingénieurs congolais restent toujours les exécutants. Ça, c'est ça ce que j'appelle une malédiction. L'esprit d'entrepreneuriat, le frère Ntala a parlé de ça, c'est ça qui caractérise la société américaine. Ici, il y a seulement 25% des gens qui ont la licence et plus ou moins 10 à 15 qui ont le diplôme de maîtrise ou de doctorat. Mais la majorité, 90%, ce sont le D6 chez nous. Mais voilà ce qu'ils produisent. Cela veut dire que notre vraie réforme va être une réussite si les gens qui sortent de secondaire ou de graduat ou de licence sont capables de créer quelque chose pour eux-mêmes et pour les autres. C'est en ce moment-là que nous allons dire que nous avons une éducation. Ce n'est pas une éducation qui continue à former les subalternes pour répondre toujours aux ordres des Indiens ou des Chinois ou des Brésiliens. Je ne dis pas qu'il ne faut pas collaborer avec les autres, collaborer avec eux, mais pas jusqu'à ce point-là. Docteur Motwali, il y a, vous le savez, une corrélation entre le produit national brut per capita d'un pays et les niveaux d'instruction d'un peuple. Nous avons déjà parlé du budget inadéquat que le gouvernement congolais octroie au secteur de l'enseignement.
Après qu'on ait dit tout ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'il faut pour changer absolument, réformer positivement l'enseignement au Congo? Moi, je pense qu'il faut le changement des mentalités qui est très important. Vous voyez par exemple le rôle de l'enseignant. Je vois l'enseignant congolais et j'ai pitié de l'étudiant congolais. Devant l'enseignant, l'étudiant ne représente presque rien. L'enseignant est très, très, très paternaliste, très difficile à approcher. C'est vraiment différent quand on quitte le Congo, on vient en Amérique. On a toute une autre expérience. Docteur Motwali, Oui. le changement de mentalité, est-ce que vous le voyez comme un élément important? Est-ce que c'est par là qu'il faut commencer? Mais laissez-moi tout de suite revenir sur ce sujet important de recherche des ingénieurs et consorts. Et pour souscrire à ce qui a été dit tout à l'heure, on n'a pas besoin de docteurs pour faire de la recherche et surtout des inventions. Nous avons un système qui a dévalorisé l'éducation en général. Et cela veut dire quoi? C'est hypothéquer la jeunesse et donc le futur du pays. Quand on ne donne pas la valeur à l'éducation, eh bien on hypothèque le futur du pays. Alors, pour revenir à votre question, qui consiste à... quelle était la dernière question encore? Le changement de mentalité. Le changement de mentalité. Vous allez peut-être, je ne sais pas si les autres vont être d'accord avec moi, je l'ai dit dès le départ de cette discussion, le problème est politique. On a des politiques qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas comprendre les enjeux, les vrais enjeux de notre situation actuelle. Il faut changer l'équipe qui ne sait pas donner la valeur à l'éducation, qui ne sait pas faire aller de l'avant le pays. Eh bien, notre problème est politique. On a une situation de banqueroute généralisée. Tant qu'on va continuer à fonctionner avec les apprentis sorciers en charge, eh bien, on va tourner en rond. Alors, Monsieur Ntala, changement de mentalité en tant qu'étudiant, vous voyez ce qui se passe dans votre école et les universités, à travers les universités que vous avez fréquentées ici en Amérique. Qu'est-ce que vous observez comme différence et qu'est-ce que vous pensez qu'on peut amener chez nous? Qu'est-ce qui peut profiter à notre enseignement supérieur et même secondaire au Congo? Mais d'abord, quand on parle de changement de mentalité, ça veut dire qu'il faut avoir une mentalité qui permet justement, qui facilite l'apprentissage. Je parle ici au niveau de l'apprenant, par exemple. Il faut que l'apprenant soit disposé à accepter les innovations, à accepter des idées autres que les idées traditionnelles. Je vais vous donner un exemple très banal. J'ai pris pendant le séminaire que j'ai organisé au Katanga, et j'ai fait une démonstration sur la dilatation, et j'avais pris 2 ballons. Dans l'un, j'ai mis de l'eau, et dans l'autre, j'ai mis de l'air. Et j'ai demandé aux enseignants qui étaient assis dans la salle de me dire ce qui va se passer si je mettais une flamme de bougie contre l'un ou l'autre ballon. En fait, prenons le cas du ballon où il y a de l'eau. J'ai laissé d'abord le cas du ballon où il y a de l'air. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu 2 camps. Le premier qui a dit que le ballon va éclater dû aux effets du feu. L'autre camp a dit que l'eau allait refroidir le ballon, par conséquent, la flamme de bougie n'allait pas faire exploser le ballon. Lorsque je suis passé à l'expérimentation, le ballon n'a pas explosé. Mais j'ai vu un refus total d'une partie de la salle qui refusait d'accepter l'évidence scientifique que le ballon n'a pas explosé. Ils ont commencé à me dire des choses comme quoi... vous savez, ce ballon-là, il a quelque chose de magique. C'est pas normal. Il faut qu'il explose. Est-ce que tu peux acheter un ballon ici parce que ce ballon que tu as amené des États-Unis, on ne sait pas, il a été fait de quoi. Donc, vous parlez de mentalité. Voici un exemple d'un refus d'apprentissage.
voici un exemple de quelqu'un qui veut croire à une tradition. J'ai eu à expérimenter avec mon jardinier toujours au Congo. Je lui ai dit que je pouvais faire pousser de l'ail, des oignons, etc. sur le sol de ce village-là. Mais il m'a dit que ça ne va pas pousser parce que traditionnellement, les parents et les arrière-grands-parents n'avaient jamais planté ça. Donc vous voyez, quand vous êtes face à cette mentalité, il est difficile d'aider quelqu'un à apprendre. Bien sûr que le politique est très important, je suis d'accord avec Dr Moutouali, mais je peux aussi dire, je peux un peu faire l'avocat du diable, que le leadership au niveau du Katanga est réceptif aux innovations, il est réceptif à certaines idées qui puissent faire avancer notre système éducatif. Si ce n'était pas le cas, je ne crois pas que notre organisation allait avoir une tâche facile pour ne fût-ce que créer une plateforme où les gens vont discuter de la science. Ils ne vont pas seulement discuter des autres choses autour de la bière, mais ils viennent pour discuter de la science, ils viennent pour questionner le statu quo et voir qu'est-ce qui peut être fait. Quand l'inspiration et les recommandations viennent de la base, un peu comme ce que Paulo Freire a fait au Brésil, à ce moment-là, il y a appropriation des concepts, appropriation par celui-là même qui veut apprendre, c'est celui-là même qui va faire ses innovations. Je pense que ce que je vois dans les écoles aux États-Unis, les enfants qui vont faire des enquêtes et qui viennent présenter le fruit de leur enquête, et les enfants qui posent beaucoup plus de questions. Chez nous, le maître est roi. Le maître, c'est celui qui connaît. L'élève, c'est celui qui n'a rien et c'est celui qui doit connaître. Il faut changer cet état des choses. Il faut permettre. Moi, je me suis toujours dit qu'une une leçon qui se termine bien, sans aucune question de la part de l'apprenant, c'est un échec. L'enseignant doit se dire qu'il a échoué. Or, chez nous, parfois, vous posez des questions et les profs se fâchent. Vous croyez que vous êtes plus intelligent que moi? Exactement. C'est cette mentalité, parlant de mentalité, c'est cette mentalité qu'il faut changer. Nous sommes dans un monde où l'élève, vous êtes en train de faire des recherches sur la technologie. L'élève du 21e siècle, il n'est pas bête. Il vient en connaisseur dans la classe. Si vous ne pouvez pas lui dire les réponses que vous cachez parce que vous voulez avoir le monopole de la connaissance, il va aller sur Internet, il va texter les gens, il aura la réponse et il va vous regarder devant l'estrade en train de vouloir cacher la vérité. Et il peut aller sur son iPhone sans vous interrompre, là, aller sur son iPhone et regarder, lire par exemple un article scientifique et vous donner l'information, vous apportez l'information de 1982-83, lui peut aller accéder à un article de 2011 et vous lire ça en plein cours. Exactement. Donc vous voyez, l'enseignant congolais, qu'il soit de l'université ou de l'école secondaire, de l'école primaire, doit abandonner cette posture coloniale de croire que lui et lui seul a le monopole de la connaissance. Nous sommes maintenant dans l'ère de l'échange de l'information. Si je ne peux pas l'avoir dans la classe, d'ailleurs, maintenant nous avons des difficultés en tant qu'enseignants de vouloir présenter certains concepts dans la classe. Aussitôt que tu commences ta leçon, 5 minutes après, un autre enfant va te dire « Non, j'ai vu ça sur Google, j'ai vu ça à la télévision, on nous avait déjà parlé, je suis allé dans un camp pendant les vacances, on m'avait déjà appris ça, et ta leçon est terminée. » Voilà. Et chez nous, docteur Mwembo, nous avons déjà abordé cette question. Nous avons encore plusieurs mutualités, associations mutuelles ressortissantes de je ne sais quel coin, Équateur, Bazaïr, Bandundu, etc., plutôt que d'avoir des clubs scientifiques où les étudiants peuvent se retrouver et réfléchir, où les enseignants peuvent se retrouver aussi entre eux et réfléchir. Ça n'existe pas chez nous. Changement de mentalité, c'est ça aussi, n'est-ce pas? Oui, parmi la liste des changements de mentalité, dans un autre article que j'avais écrit, je parlais de croyances congolaises qui freinent le développement. Alors j'avais cité, entre autres, la sorcellerie, la dépendance sur un membre de famille qui a un peu de moyens, et le goût de luxe quand on a un diplôme, le culte du diplôme et l'appréciation des étrangers et tout ça, beaucoup de choses.
Mais quand vous parlez de mutualité, cela me fait penser à ce qu'on appelle en anglais le social capital, qui veut dire qu'un groupe de gens, pour les valeurs communes, l'intérêt commun ou la confiance qu'ils se font entre eux, ils ont tendance à se mettre ensemble. C'est bien. Par exemple, on cite les cas les plus éloquents, celui de Burundi, de Rwanda, avec les deux ethnies où le social capital est très élevé, c'est-à-dire un membre d'un groupe ethnique supporte seulement le membre de son groupe, point. Donc c'est exclusif. Alors ça produit les effets que nous connaissons bien sûr avec d'autres effets extérieurs qui ont aggravé la situation, mais le nœud était là et c'est la même chose chez nous. Chez nous, il y a plus ou moins 400 ethnies et si on regarde du point positif, ça ne va pas nous amener quelque part parce que chaque groupe en dehors de son ethnie ou de sa tribu ne veut pas intégrer les autres. On ne veut pas sortir de ce social capital pour embrasser les autres afin de faire des choses. Ça, c'est un grand problème. D'ailleurs, j'avais créé un paper sur cela, sur le social capital au Congo, quand j'étais encore aux études. Alors, mais toujours il faut partir de ce qu'on a pour améliorer. Comment convertir ce social capital qui se traduit dans les mutualités pour que ça profite le pays? Parce que notre pays, s'il continue de faire ça, c'est ça qu'on va appeler plus tard le tribalisme ou la haine tribale avec tant de choses. Vraiment, ce sont des choses, bien sûr, on ne peut pas imposer aux gens de dire quittez votre mutualité, mais comme notre frère Faustin l'a dit dans sa démonstration, il faut répéter cette démonstration. Par exemple, dans les champs agricoles, si on démontre cet exemple plusieurs fois, les gens qui suivent la méthode scientifique vont se retrouver avec une récolte abondante, mais au fur des années, les autres vont dire « Ah, ça c'est vrai ». C'est la même chose avec la malaria. On croit que quand quelqu'un meurt de la malaria, c'est un oncle qui l'a ensorcelé. Quand on voit un chat qui crie la nuit, on pense que c'est la tante qui a fait la sorcellerie, et ainsi de suite. Donc, il y a toute une liste de mentalité à changer, où il faut, entre autres, cette mutualité, où les gens, comme j'ai dit au début, les gens qui ont les formations diverses, s'assoient et présentent notre gouvernement ou aux décideurs, voilà ce que nous avons trouvé, voilà ce que nous proposons comme marche à faire. Ainsi, on va quitter cette étape primaire de mutualité pour arriver maintenant à l'état moderne du Congo actuel, qui n'a pas besoin d'une tribu pour dominer les autres, mais qui a besoin de toutes les tribus pour s'élever comme une grande nation devant le monde. Donc c'est vraiment douloureux que nous sommes encore au niveau de la pierre taillée ou du Moyen-Âge, mais au contraire, on doit faire des recherches pour démontrer que ça nous freine plutôt que nous élever. Nous allons bientôt mettre fin à cette émission, mais docteur Moitouali. Oui, il faut que je dise tout de suite quelque chose qui me met un peu mal à l'aise. Oui, allez-y. Nous ne pouvons pas être ici à l'extérieur et parler des autres en parlant de primaire, de taille, la pierre taillée comme époque, en généralisant comme ça. Donc on a quand même des gens extrêmement intelligents chez nous. On a également des génies, comme je le disais, qui n'ont pas besoin d'être docteurs pour créer des choses. Il y a certainement des gens, des religions anciennes, des croyances, des superstitions qui existent. Mais s'il vous plaît, ne généralisons pas, ne parlons pas des autres avec condescendance. C'est quand même des professeurs, des enseignants, tout un tas d'intellectuels. Par exemple, on peut avoir quelqu'un qui n'a pas compris une expérience, mais ne généralisons pas. Je crois que là, l'idée, c'était de montrer que certaines pratiques qui sont utilisées doivent être améliorées. N'est-ce pas ça votre idée, docteur Mwembo? Oui, l'idée que la mutualité, ce n'est pas mauvais. Les tribus, les valeurs ethniques, ce n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est se cramponner, c'est-à-dire ne rester que là. Par exemple, vous arrivez dans un ministère, il n'y a que les gens d'une même ethnie. Quand vous arrivez dans un département, il y a les gens d'une même ethnie. Parce que c'est ça le social capital. Quand c'est exagéré, ça freine. Wow. Nous avons le Congo qui est un
un pays avec 400 ethnies. On doit utiliser ce qu'on a, c'est-à-dire ces mutualités, ces ethnies, ces tribus-là. Il y a du bon, mais on ne doit pas rester au niveau toujours avec un département ou un ministère qui n'a que les gens d'un même coin. Alors, laissons le docteur Moitouali finir son idée. Docteur Moitouali, allez-y. Oui, donc changement de mentalité, c'est vrai, ça existe encore. Nous avons des divisions ethniques. Et cette histoire, cette question de désenclaver le pays, d'ouvrir des passerelles entre notre pays et le monde, ça va résoudre la question d'elle-même. Si beaucoup d'entre nous qui sommes restés longtemps arrivons au pays, nous aurons des choses à apprendre de ceux qui sont restés. Et aussi auront des choses à apprendre de nous. On peut voir qu'un professeur d'université aux États-Unis traite ses étudiants différemment, ça c'est sûr. Et on va partager... La connexion, docteur Moitouali, la connexion n'est pas très bonne. Là, laissez-moi prendre monsieur Ntala en attendant que la connexion marche avec docteur Moitouali. Monsieur Ntala, une des résolutions de l'enseignement de l'ESSO Expo 2011 est de donner un statut spécial aux professeurs d'université. Est-ce que cela suffit pour résoudre les conditions sociales des enseignants? Qu'arriverait-il si d'autres forces vives de la nation réclamaient un statut spécial, par exemple les médecins, les avocats, les ingénieurs? Est-ce qu'il faut donner un statut spécial aux professeurs d'université? D'abord, je ne sais pas de quel statut il s'agit et je crois aussi qu'il faudrait avoir un plan de revalorisation de l'agent de l'État en général pour ne pas cibler une catégorie seulement de ces agents et leur donner un certain statut. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il ne faudrait pas créer des précédents qui vont davantage aggraver la crise. Moi, je crois que s'il y a une politique salariale et de considération de tous ceux qui contribuent au développement économique de notre pays, qui est disons, une politique qui est intégrale, ça va éviter qu'aujourd'hui on traite les enseignants, professeurs d'université d'une certaine manière, et puis demain ceux du secondaire d'une autre, et ainsi de suite. Moi je crois que ça revient, nous revenons toujours au problème de financement de notre système éducatif. Il faudrait que le gouvernement congolais puisse radicalement revoir sa politique d'investissement dans l'éducation. Je crois que j'ai lu quelque part dans mes recherches que les pays qui ont fait des grandes réformes qui réussissent aujourd'hui, 30 ans après, ce sont des pays qui ont augmenté sérieusement le budget de l'enseignement dans leur budget national, au-delà même des 20% que vous avez cités au début de cette émission. Il y en a d'autres qui ont carrément mis en parité l'investissement en éducation par rapport à l'investissement au ministère de la Défense. Moi, je crois que c'est ça le problème. Alors, je vais donner à chacun de vous 30 secondes pour conclure avec un message pour les décideurs congolais, les décideurs de l'enseignement supérieur et universitaire. Docteur Mwembo, on commence par vous. Merci mon frère. Nous disons que l'éducation est un reflet de la société. Si on veut réformer l'éducation, il faut réformer d'abord la société et le reste suivra. Alors nous devons aussi comprendre qu'il faut commencer par former les enseignants en leur programmant sur les méthodes et les techniques nouvelles d'enseignement basées sur les expériences comme celle de Paolo Freire ou de l'abbé Ekwa ou encore de docteur Kizerbo. Il faut donc que le gouvernement consente les sacrifices énormes à donner un budget suffisant pour
l'éducation, parce qu'une éducation sans budget, c'est comme un lion sans griffe. Alors il faut que nos dirigeants pensent à ces problèmes de l'éducation. C'est la base même du développement. Un point que nous n'avons pas abordé, c'est éduquer une femme, c'est éduquer toute la nation. Il faudra commencer donc à éduquer les femmes afin que nous puissions arriver au développement auquel nous aspirons. Il ne suffit pas de souhaiter quelque chose, il faut du sacrifice et ce n'est que par l'esprit du sacrifice qu'on arrivera à un bon résultat. Merci frères, merci mes frères qui ont participé. Attendez, docteur Montouali, votre mot de la fin? La question du statut du professeur est déjà un statut très très louable et loué. Donc le professeur n'a pas besoin d'un statut spécial puisqu'il l'est déjà. Il est question de revaloriser ce statut-là. Alors comme mot de la fin, j'insiste sur ce que je disais tout à l'heure, on a des ingénieurs, on a des gens très très intelligents chez nous. C'est le système politique qui a hypothéqué l'éducation et moi je ne vois qu'une seule solution, le changement radical, c'est dans la politique qui doit venir. Monsieur Ntala, votre mot de la fin? Mon mot de la fin, d'abord, c'est un mot de remerciement pour nous avoir accordé cette opportunité de nous exprimer par rapport à notre système éducatif. Et comme vous avez constaté, c'est un système qui ne peut être bien réformé que si le politique est bien défini. Je constate aussi que depuis les années 80-90, comme nous avons discuté il y a quelques minutes, l'investissement en termes d'argent n'a repris que depuis quelques 3-4, 5 dernières années, depuis qu'il y a eu austérité dans les années 80. Pour moi, ce n'est pas suffisant, mais c'est un bon signe qu'il faut toujours chercher et rechercher le financement, et c'est ça qui va remettre un peu de valeur à notre système éducatif, et particulièrement aux enseignants. Je crois qu'il y a un saint catholique, si je me rappelle, qui disait que on ne peut pas exercer la vertu lorsqu'on n'a pas le minimum de bien-être. Donc l'enseignant congolais est déjà en dessous du minimum de bien-être. Il lui est difficile d'exercer certaines vertus. Autre chose, c'est que je voudrais quand même que ceux qui définissent les politiques de notre système éducatif puissent ouvrir ce débat de temps en temps aux spécialistes qui sont dans le pays et même dans la diaspora, pour nous donner suffisamment de temps de nous imprégner de ce qui va se passer dans notre pays en termes de définition des politiques. Je crois que là, on continue toujours à définir les choses dans notre pays presque en vase clos et sortir des décisions que les autres doivent consommer sans avoir pris connaissance. Merci. Donc, nous rappelons à nos auditeurs que les thèmes principaux de notre émission d'aujourd'hui étaient l'évaluation des résolutions de l'ESSU Expo 2011. Nous avions comme intervenant Dr Lombe Mwembo, Dr José Montouali et M. Faustin Ntala. Merci à tous nos auditeurs qui ont eu l'occasion d'écouter cette émission. Sylvestre Ngoma vous dit au revoir et à la prochaine.